À nouveau, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Je suis Danielle Roberge, responsable des activités culturelles. On ne dira probablement jamais assez, le MBAM est particulièrement heureux de présenter en exclusivité Peter Doig, Nulle terre étrangère, la première exposition d'envergure de ce rare peintre de renommée mondiale en Amérique du Nord depuis sa rétrospective flamboyante de mi-carrière en 2008. Peter Doig, Nulle terre étrangère est une coproduction du MBAM et des National Galleries of Scotland d'Édimbourg, où elle a connu un immense succès à l'été et à l'automne dernier, un événement que les critiques internationales ont souligné depuis le New York Times jusqu'à The Economist. L'exposition ne fera qu'un seul arrêt en Amérique du Nord, au MBAM. Peter Doig, Nulle terre étrangère est, comme je le disais plus tôt, la première exposition consacrée à la production de l'artiste depuis qu'il a découvert la Trinité en 2000 et qu'il s'y est établi en 2002, un tournant dans sa peinture. Comme l'a écrit le poète écossais Robert Louis Stevenson dans Les squatteurs du Silverado, il n'existe nulle terre étrangère, seul le voyageur est étranger. Cet après-midi, on vous invite donc à un voyage, une visite virtuelle et presque privée, en compagnie du co-commissaire de cette magnifique exposition et conservateur de l'art contemporain ici au musée. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement mon collègue Stéphane Aquin. Pardon, bonjour. Je suis ravi de vous voir si nombreux. C'est réellement, pardon, je déplace un peu les choses. C'est réellement très encourageant de voir à quel point nos visiteurs, nos membres suivent ce qu'on fait. Je ne dirais pas qu'on se désarme à le faire, mais on travaille beaucoup et très heureux de voir que vous suivez. Et aussi, on est très, très fiers, effectivement, de cette exposition parce que on ne le dira jamais assez, Peter Doig est peut-être le peintre de notre époque le plus désiré, le plus admiré, et aussi le plus discret. Il a effectivement eu une exposition à la Tate et au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris en 2008. Et il y a celle-ci qu'on a fait conjointement avec Édimbourg, et donc maintenant. Et je parlais à son galeriste il y a quelques jours. Doig est parti hier, il a quitté la ville hier, mais il n'y aura pas d'exposition avant 7, 8, 10 ans. Et ce sera le Metropolitan, et on peut imaginer une tournée de ce genre. Alors c'est vraiment un privilège pour nous, et la raison pour laquelle il a accepté de faire cette exposition, c'est que cela lui permettait de regarder l'œuvre faite à Trinidad depuis 2000. C'est pas trop écho, j'ai l'impression. Non, d'accord. Donc l'œuvre réalisée à Trinidad et à Londres, mais on fait à partir de 2000 où il retourne à Trinidad, jusqu'à aujourd'hui, depuis ces deux lieux qui ont également le plus compté pour lui dans sa vie, c'est-à-dire Trinidad, où il a passé ses toutes premières années d'enfance jusqu'à l'âge de 6 ans, et Montréal, où il s'installe à compter de l'âge de 6 ans et vit jusqu'à 14-15 ans, et où il revient vivre à la fin de la vingtaine. Donc c'est une sorte de, pardon de l'expression anglaise, mais un homecoming tour, donc un retour dans ces villes pour lesquelles il a un attachement sentimental réel. Hier, j'ai eu à remplacer au pied levé une collègue, la conférencière qui n'a pas pu venir, qui est terrassée par la grippe. Et donc, il y a j'ai perdu une journée de préparation. Alors, je vous demande un peu de clémence, parce que hier, j'ai dû aborder un autre sujet. Aujourd'hui, je vais aborder plutôt l'ensemble de sa trajectoire depuis Londres, et une trajectoire que je fais débuter avec le voyage de Delacroix, d'Eugène Delacroix au Maroc en 1832. Certains d'entre vous, je suis sûr, se demandaient ce qu'il faisait ici, en voyant ces croquis. Je vais des fois me référer à des citations qui se trouvent dans l'essai que j'ai écrit dans le catalogue. Donc vous me pardonnerez ces moments d'interruption où je vais devoir mettre mes lunettes et retrouver ces mots. Pourquoi Delacroix? Parce qu'en 1832, Delacroix effectue un voyage avec le duc de Mornay au Maroc. Et c'est un voyage qui transforme complètement son œuvre.
et qui, dans un sens, inaugure une sorte de voie de la peinture moderne qui est celle de la tentation de l'ailleurs, la tentation de l'exotisme. Et Delacroix avait déjà évidemment rêvé à l'Orient. Il avait composé, par exemple, La mort de Sardanapale, mais en utilisant des costumes qu'un autre artiste lui avait prêtés, un artiste qui, lui, était allé en Turquie. Et il composait des scènes fantaisistes, mais il n'y était jamais allé lui-même. Puis il faut dire que l'Orient, à ce moment-là, représentait un sujet de fascination pour la métropole française, puisque Napoléon avait, on le sait, non pas envahi, mais avait mené sa campagne en Égypte à la fin du XVIIIe et avait mené les grands travaux aidés de Champollion sur l'égyptologie, qui devait évidemment nourrir donc l'imaginaire et la culture française de l'époque. Cette tentation d'ailleurs donc anime l'œuvre de Delacroix et quand on lit son journal de 1832, on est frappé par l'intelligence qu'il a, par la réaction qu'il a devant les scènes qu'il voit. Il note tout et il décrit mais dans le détail avec des notations de couleurs, les costumes de l'un, le visage d'un autre, etc. Et très vite il se met à référer, c'est très intéressant, à se référer à sa mémoire picturale. Donc tout d'un coup, une tête lui rappelle une tête de Rubens, tel paysage lui rappelle le paysage de Véronèse, ou alors un personnage lui rappelle Gérard Daur, le peintre flamand. Et on voit qu'il est à la fois dans le réel et en même temps dans une certaine histoire de la peinture. Et c'est la question, en fait, qui, poussée à son paroxysme, est celle qui structure l'œuvre de Doig à compter des années 90. Je vais vous lire juste, voici quelques notations des carnets du journal de Delacroix. C'est que vous ne le savez pas, mais j'étais un 19e avant d'être le conservateur de l'art contemporain. Donc, pour ça, c'est pas... Je ne fais pas juste semblant d'être cultivé ici. Pardon pour celle-là. Excusez. Et c'est la fin d'une longue semaine. Hein. Alors, ces citations de Delacroix, donc c'est très dur à la fois de tenir le micro. Et il écrit d'ailleurs et ça c'est un passage qui est assez souvent cité, où il écrit à un ami. Et ce passage-ci, imagine mon ami ce que c'est que de voir coucher au soleil, se promenant dans les rues, raccommodant des savates, des personnages consulaires, des Catons, des Brutus, auxquels il ne manque même pas l'air dédaigneux que devaient avoir, c'est vraiment dur de lire cette distance, devaient avoir les maîtres du monde. L'antique n'a rien de plus beau. Il reconnaît dans ce qu'il voit en Algérie la réincarnation de cette antiquité gréco-romaine qui est la base des beaux-arts. Et son œuvre, racontée de ce moment-là, s'en trouve évidemment grandement influencée. Ah, ça, c'est une œuvre précédente, La mort de Sardanapale, faite d'après une composition et d'après des costumes, encore là, comme je le dis, empruntés, sans avoir jamais vraiment vu l'Orient, mais qui témoignent de cette fascination totalement fantaisiste qu'il avait pour ce monde. Mais il revient et il peint les femmes d'Alger, un motif qu'il va peindre et repeindre des dizaines de fois sous toutes sortes de formes. Et bien sûr, un motif qui à la fois témoigne de ce qu'il a observé là-bas, c'est basé sur tous les croquis qu'il a pu faire en Algérie, mais aussi qui est déjà structuré, par une certaine connaissance de l'art. On sait, c'est une œuvre qui se trouve au Louvre, qui se trouvait dans une collection privée au moment où Delacroix peint les femmes d'Alger. Je n'ai pas pu faire la recherche de façon précise, mais on peut supposer qu'il était au courant de l'existence de cette toile, qui d'ailleurs est semblable à tant d'autres toiles de Suzanne Aubin ou de Bethsabée se baignant, et qui déjà structure un certain imaginaire orientaliste dans la peinture du 19e. Bien d'autres, ensuite, ont suivi dans cette voie orientalisante. Benjamin Constant, d'ailleurs, j'en profite
pour un petit moment de prévente, nous prévoyons donc une rétrospective de Benjamin Constant. Nous sommes en train d'organiser une rétrospective de l'œuvre de Benjamin Constant avec le Musée des Augustins de Toulouse. Un autre peintre fascinant, orientaliste, un comme tant d'autres, mais aussi Gauguin. Gauguin, sur qui on reviendra plus tard lorsqu'il sera question de Doig, parce que c'est certainement un des noms auxquels on réfère le plus Doig. Donc Gauguin qui, lui, quitte carrément la civilisation occidentale, va à Panama d'abord, en espérant y trouver une vie sauvage, travaille à creuser le canal de Panama, trouve les conditions extrêmement difficiles, revient en France, et puis ensuite va en Polynésie en 1891, et il restera évidemment aux Marquises pour y mourir jusqu'à la fin, sans retourner en France seulement une fois, en fait. Mais Gauguin aussi qui regarde le monde autour de lui, qui cherche un ailleurs un peu plus pur, sauvage, comme il aimait à le dire, mais qui compose, là encore, d'après les motifs bien connus de l'histoire de l'art. Vous voyez, ce jeune homme à la hache peint la première, sinon la deuxième année, la première année où il est en effet à Papeete. Et il faut lire ses carnets de voyage au Véry, Noah Noah, c'est magnifique. Il explique bien comment il se lie d'amitié avec ce jeune homme qui est pas habillé de cette façon sauvage. Les sauvages, comme il les appelle en Polynésie, sont déjà occidentalisés quand il y arrive, mais il les projette dans une espèce de passé immémorial. Mais regardez la posture, j'ai pas de comparable, mais on a un contrapposto absolument classique. On est vraiment là dans l'histoire de l'art à laquelle il s'est nourri pendant tant d'années. D'autres suivront qui auront également une influence très grande sur Doig et à qui on va nécessairement le comparer. Matisse, évidemment, très grand coloriste qui visite l'Algérie en 1906 et qui ensuite retourne au Maroc en 1911 et 1912. Et que le contact avec le Maroc et avec la lumière et avec les personnages qu'il y voit va complètement transformer l'œuvre. Une très belle pièce faite au retour donc du Maroc en 1912. Une autre en 1924. On peut filer ce motif de l'odalisque. On revient évidemment à Gauguin ici, comme on revient à Delacroix. Vous voyez que c'est un motif déjà inscrit dans l'histoire de l'art, mais sous un mode orientalisant. Donc ce sont des peintres qui à la fois font l'expérience de l'ailleurs, poussés par ce désir de régénérer la culture occidentale, mais qui en même temps la réactive sous des formes nouvelles. Les demoiselles d'Avignon. Et là, on pourrait filer un cours complet de 3 heures d'histoire de l'art, de toutes les formes que cette tentation de l'autre, ce désir de régénérescence de la culture occidentale a prise. Une, certainement, fut le primitivisme, le contact de l'art nègre, comme on le disait à l'époque, par Picasso et son groupe au tournant du 19e siècle. Et bien sûr, encore un autre absolu, un autre idéal de dépassement de la réalité et de constitution d'une réalité nouvelle qui est celle de Malevich et du suprématisme. Et ici, une photographie de la célèbre exposition de 1915 à Petrograd. Mais avant que je me perde, là, j'aurais dû enlever ça et m'en tenir à Doig. 1989, Peter Doig retourne à Londres, donc après 3 ans à Montréal. Et en 1989, c'est la chute du mur de Berlin. J'en arrive à ce raccourci historique pour expliquer le contexte dans lequel il travaille. Et je vois que certains d'entre vous doivent se rappeler de 1989. Je m'en rappelle bien. On vivait sous l'impression qu'il n'y avait que l'histoire, de la fin de l'histoire, comme les théoriciens disaient à l'époque, c'est-à-dire que la chute du mur de Berlin avait mis un terme à cette polarisation conflictuelle entre l'Est et l'Ouest, et que voilà, on était entré dans la fin de l'histoire telle qu'on l'avait connue depuis des décennies. Il n'y avait plus de frontières. On faisait face à un monde complètement ouvert. Et témoin de ce phénomène, la même année, en 1989, a lieu dans le monde de l'art une exposition absolument marquante qui s'appelait « Les magiciens de la Terre »,
qui a lieu au Centre Georges Pompidou et qui était le fait du commissaire Jean-Hubert Martin et qui mêlait dans les mêmes salles des artistes de toute provenance, Guinée équatoriale, Afrique du Sud, Inde, Polynésie. C'était le monde de l'art lui-même aussi, cette même année, s'ouvrait à tous les pôles. On était dans une espèce de vacuum historique et géographique et culturel assez remarquable. J'espère que je ne vais pas trop vite sur toutes ces questions-là. Artistiquement, que se passe-t-il en 1991 ? Je prends un exemple parmi d'autres. À Londres, Damien Hirst, voilà. Damien Hirst, qui met des animaux dans des contenants de formol. Alors, il fait cela avec un requin, avec un mouton, et combien d'autres choses. C'est le règne de l'installation. La peinture a perdu son droit de cité. Tous les sujets que la peinture avait historiquement abordés sont complètement épuisés. Et elle est totalement discréditée, voire obsolète. Je me rappelle de ces années-là, j'ai le même âge que Doig. Parler de peinture, c'était passé pour un hurluberlu attardé. Il n'était question que d'installation. On avait un paradigme conceptualiste, si l'on veut, qui dominait complètement la scène de l'art. Je me rappelle de l'ouverture de l'exposition, sans doute certains se rappellent ici aussi, de l'exposition inaugurale du Musée d'art contemporain en 1992, intitulée « Pour la suite du monde ». Il n'était question que d'installation. Il n'y avait qu'une peintre qui était là, mais en fait, sa peinture était justement de type installatif. J'oublie subitement son nom, Senior Moment, comme on dit. Mais voilà, c'était l'époque. Et Doig, lui, pendant ce temps-là, peint. Et ce qu'il peint, ce sont, là encore, des scènes d'évasion, des scènes d'un ailleurs, qui est celui de son enfance au Canada. Personne ne considère son œuvre en 1991 parce qu'il peint ce qui est totalement insensé, des paysages canadiens, des maisons sous la neige. Et il le peint par contre, encore une fois, avec une sorte de conscience très très aiguë de l'histoire de l'art, de ce qui a précédé ses œuvres. Curieusement, et je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le temps de lire le catalogue, en fait la version française vient de sortir, il a souvent expliqué Londres ne pouvait pas le nourrir. Londres était en soi un sujet d'évasion. Pour s'évader de Londres, il devait aller dans la peinture, dans ses souvenirs canadiens. Et quand il vivait au Canada, et ça c'est très intéressant, comme il revenait de Trinidad, son père avait acheté beaucoup d'œuvres d'art, d'artistes trinidadiens quand ils étaient là. Et donc, durant son enfance et son adolescence au Canada, il vivait entouré d'œuvres d'art trinidadiens. Et les scènes du groupe des Sept, comme pour tout adolescent à l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus ringard. C'était de l'imagerie de boîtes de biscuits. Il n'avait aucun intérêt pour ça. C'était tout ce qui est de plus cliché. Et il ne regardait pas ça. Donc, c'est quelque chose qui était absolument hors des possibilités qu'il aurait pu se donner comme artiste. Et son travail, d'ailleurs, du début des années 80 en témoigne bien. On y voit des scènes urbaines de New York, des scènes de joueurs de hockey. Tout ça peint avec une espèce d'humour un peu grinçant. Qui caractérise bien d'ailleurs l'artiste. Mais en 1991, voilà qu'il se réfugie dans une espèce d'ailleurs intérieur qui est celui de son enfance, mais qui est en même temps celui d'une imagerie du nord canadien et de la neige un peu idéalisée. Il peint ces scènes absolument fabuleuses. C'est cette pièce-ci d'ailleurs, c'est de notoriété publique, qui s'est vendue l'an passé pour 12 millions. Il y a toujours, je pense que la maison qui est signée d'un certain architecte, donc de renom, s'est vendue, elle, pour 3 ou 4 millions. Alors, c'est toujours intéressant de considérer le sens de tout cela. C'est fabuleux quand même, ces peintures ou ces espèces de raies, de lignes
blanche recouvre une maison qu'on distingue, on voit déjà à quel point il est virtuose dans l'art de créer des images là, qui s'impriment quelque part dans l'esprit. Mais comment ne pas penser aussi à un peintre comme Maurice, qui, lui, aussi a peint ces maisons là, recouvertes de neige, comme il a également peint les tropiques. Maurice aussi est allé à Trinidad en 1917, comme il est allé à passer 2 hivers au Maroc avec Matisse en 1911 et en 1912. Donc quelqu'un que Doig connaît très bien. Quand j'ai soumis ce texte à Doig pour m'assurer qu'il était, que je disais pas trop de fausseté, il m'a repris sur le fait que Maurice était bel et bien allé à Trinidad. Il le savait précisément. Moi, je n'avais pas eu l'information. C'est vraiment un spécialiste, pas un spécialiste, mais un connaisseur de l'œuvre de Maurice. Donc, on voit que sa vision de cette espèce d'Orient intérieur, qui est celui d'un Canada rêvé, mythique et mémorisé à la fois, est quand même filtré également par une mémoire de l'histoire de la peinture. Et il le dit, par exemple, à propos de Pink Snow, qu'il voulait retrouver cet effet des peintures de Monet qui transforment tout par l'application d'un filtre de couleur. Il y a quelques jours encore, je ne me rappelle plus à quelle occasion, il a dit « J'étais intéressé par ces scènes de l'ordinaire transformées par une lumière extraordinaire ». Donc ces scènes de criquets sur la plage où tout devient orangé parce que peut-être que le soleil couchant frappe l'atmosphère à un angle particulier. Et ces preuves de comment la vision qu'il a en peignant ces scènes qui sont souvent, comme je dis, un peu fantasmées, est totalement structurée par sa connaissance de l'histoire de l'art. Vous lirez vous ferez bien ce que vous voulez, mais si vous lisez c'est que je cite Oscar Wilde, pardon, c'est vrai, excusez-moi, c'est un peu insolent, mais oui, je cabotine un peu, mais c'est longue semaine. Alors, je cite Oscar Wilde qui a ces réflexions absolument fabuleuses dans Le déclin du mensonge. Si vous pouvez le trouver, il y a différentes traductions. Il y a une sous le titre La décadence du mensonge et l'autre Le déclin du mensonge. Je pense que c'est un texte de 1891 ou 92 où Oscar Wilde dit en fait, c'est la nature qui précède l'art. C'est l'art qui précède la nature, pardon. Plutôt que l'art qui s'inspire de la nature, c'est notre connaissance de l'art qui filtre la perception que nous avons de la nature. Et il dit, on n'aurait jamais vu ces ciels nuageux, ces ciels brumeux de la Tamise s'il n'y avait pas eu d'Aubigny, Monet pour nous les faire voir comme tels. Et c'est une pensée remarquablement audacieuse pour l'époque, mais qui dit une vérité fondamentale, en effet, c'est que notre perception du réel, pour un peintre surtout, percevoir le réel, c'est le reconnaître. Et comment le reconnaît-on? On le reconnaît à travers notre culture de peintre. Et de la même façon que Delacroix voyait l'antique dans l'Algérie, Monet, Doig, lui, voit Monet lorsqu'il voit un blizzard. Il le voit comme Monet voyait une scène. C'est quelque chose de très important parce que lorsqu'il arrivera à Trinidad, sa vision va se tourner vers la réalité davantage que vers le fantasme de cet Orient intérieur. Mais il va y appliquer une culture plus étendue que jamais dans sa représentation. Alors ici, une très très belle scène. On voit ses sources d'ailleurs. Hier, j'ai donc pu rapailler une conférence sur les sources du travail. C'est toujours un mélange à la fois de mémoire, mais de photographie et de collage et de composition très très riche sur lesquelles il base ses œuvres. Quelques exemples de ces toiles dites de la période canadienne réalisées à Londres. Cette magnifique toile Swamped qui est littéralement la copie picturale avec tout ce que la peinture induit en transformation à l'image d'une scène de Friday the 13th, vendredi 13.
Alors, je suis sûr que tous les cinéphiles que vous êtes vous rappelez de toutes les scènes de ce grand film, mais en fait, blague à part, il a tiré 2 toiles de ce film, et donc je l'ai vu forcément pour voir d'où il avait pigé ces toiles. La direction de la caméra, de la photographie est absolument splendide. Et les 2 scènes qu'il prend arrivent à la toute fin du film et se présentent sur fond de musique électronique absolument planante et sont d'une beauté visuelle, mais douloureuse. Et c'est tout simplement, en les voyant, on se dit, il n'y a que Doig pour aller chercher dans ce film, dont le titre à lui seul évoque le rire, ces scènes absolument remarquables. Je vous invite à le louer, puis à se regarder. Cette autre scène aussi, pardon, je suis absolument terrifié, je vois mes voisines ici. Bon, je n'oserais plus me présenter sur la rue, passer devant chez moi. Une autre œuvre magnifique, Canoe Lake, et là, il a dit, il cherchait à reproduire cet effet-ci dans la chevelure du personnage. C'est une autre scène de ce film, Friday the 13th. Et donc, il s'inspire d'un film en même temps qu'il veut reproduire cet effet d'une chevelure fluide, profonde, habitée de sentiments qui était celle que Munch, par exemple, utilisait. Munch est une des grandes influences de Doig, pas seulement par sa peinture, mais aussi par ses gravures. Il y a dans la manière de travailler de Munch une sorte de part laissée à l'accident et une manière de composer à partir des accidents de l'impression qui est unique et qui a grandement, profondément influencé l'œuvre de Doig, qui lui aussi réutilise, réemploie l'accident. Peindre était comme un processus extrêmement laborieux pour lui, où des fois il réefface tout, il recompose, il réefface, il refait, il met le tableau à l'envers, et après 4, 5, 6, 7 ans de ce processus, des fois, décide que voilà, l'œuvre est prête à quitter l'atelier. D'ailleurs, c'est tout à fait exceptionnel la manière de travailler, ce qui explique aussi la rareté et le haut niveau de désirabilité, si le terme existe, de l'œuvre de Doig, c'est que voilà, il peut ne laisser aller que 2 œuvres par année. Les grandes années, c'est 6 ou 7. Cette année, c'est 2 œuvres, je pense, maximum. Et donc, c'est une production rare. Il avait pensé qu'il pourrait peut-être avoir des toiles prêtes pour cette exposition-ci, des toiles nouvelles, mais il ne fonctionne pas au délai du calendrier des expositions et de la production. Donc, elles ne sont pas prêtes. Ça se trouve, elles vont sortir dans 5 ans. Mais regardez aussi cette scène étonnante où là, on a vraiment une autoréflexivité de la peinture. La scène qu'il peint est cette photographie de Carmichael, donc le grand peintre du groupe des 7, en train de peindre depuis une montagne en Ontario. Photographie prise par un ami du groupe des 7, Joachim Gauthier. Photographie qui date, je pense, de 1931. Et Doig compose une image absolument magnifique à partir de cette source. Il y a une certaine commodité à classifier l'œuvre de Doig en décennies, parce qu'effectivement, c'est en 89 qu'il s'installe à Londres. C'est en 2000, donc 11 ans plus tard, qu'il retourne pour la première fois à Trinidad. C'est en 89 qu'on a la chute du mur de Berlin, et c'est en 2001 qu'on a ces événements qu'on connaît tous, qui sont représentés ici par Carolee Schneemann, qui est une grande artiste américaine, dont c'est une œuvre qui appartient à la collection du musée. En l'an 2000, donc Peter Doig retourne à Trinidad pour la première fois en 31 ans. Et il y va dans le cadre d'une résidence d'artiste
Et puis, il est surpris de se rendre compte que ce pays où il n'était pas allé depuis 30 ans, depuis si longtemps, lui est familier, mais par les odeurs, le parfum, certaines rues dont il se rappelle. Et il commence à développer l'idée qu'il pourrait très bien s'y installer. Et entre le moment où il retourne pour la première fois et le moment où il s'installe, il y a effectivement cet événement qui traumatise le monde et qui réinstaure, si l'on veut, un sens des frontières qui certainement réactualise ou comment dire, qui accentue là de manière... je cherche le mot, je m'excuse, il va me revenir, mais qui certainement aggrave la sensibilité aux questions coloniales et aux relations entre les métropoles occidentales et les autres pays. C'est dans ce contexte qu'il retourne à Trinidad, et entre-temps, il faut dire qu'il est devenu connu. Ses œuvres ne se vendent pas encore dans les millions, mais il a gagné un prix de peinture, je pense en 1994 ou 1996 à Londres. La peinture elle-même a retrouvé son droit de cité. Beaucoup d'artistes londoniens de sa génération se sont mis à peindre. On pense à Gary Hume, on pense à Chris O'Philly, qui arrive un peu après lui, mais qui développe une peinture qui, elle, va donc reprendre son droit de cité. Le paradigme conceptualiste, comme on a tendance à l'appeler, c'est un peu fracturé. Et c'est les années aussi où on reconsidère, même dans le discours critique, la notion de beauté. Qui était un terme, une notion totalement anathème dans le monde de l'art dans les années 80 et 90. Mais à la fin des années 90, cette notion est réactualisée. La considération de la valeur esthétique de l'objet plutôt que sa stricte valeur conceptuelle est à nouveau considérée. Vous pouvez lire à ce sujet différents livres, mais il y en a un, je pense le livre qui a le plus secoué l'establishment critique, c'est celui d'un critique américain du nom de Dave Hickey, qui écrit The Invisible Dragon, et sur ce retour de la beauté comme considération artistique. Il rappelle d'ailleurs dans ce livre, très étonnamment, qu'il était invité à un colloque universitaire, et à brûle-pourpoint, à la fin du colloque, je pense que c'était en 96 ou 97, il y a un étudiant qui lui dit quel sera l'enjeu principal du monde de l'art ou de l'art dans les 10 prochaines années à venir. Et puis Dave Hickey, très simplement, critique brillant, dit la beauté. Et quand il dit ça, c'est l'effet d'une espèce de froid, mais glacial dans la salle. Les gens se lèvent puis partent en se disant complètement fou. Et il est reçu effectivement comme un illuminé qui n'a rien compris. Or, en 2001, le Hirshhorn consacre une grande exposition intitulée Regarding Beauty à ce sujet, et rassemble des œuvres comme celle de Pipi le Tiriste et bien d'autres qui, en effet, font usage des effets esthétiques et réactualisent quelque chose qui est un certain sens de la beauté. Par le fait même, Doig, lui aussi, non seulement il était déjà connu, mais devient une espèce de porte-parole, de porte-étendard plutôt, pour ce retour, à la peinture, au début des années 90 et même dans les années 80, comme plus personne ne le faisait, mais aussi un tenant d'un certain sens de la beauté. En 2001, en 2000-2002, quand il retourne à Trinidad, son œuvre se transforme au contact de la réalité. C'est comme si cette espèce de réalité très entêtante, qui est celle du souvenir avec lequel il renoue, le forçait à reconsidérer, à revoir les prémices de son œuvre. Ici, une œuvre justement charnière parce qu'elle est commencée en 2000, l'année où il a sa résidence, et est terminée en 2002, l'année où il s'installe, et qui montre un homme en train de regarder à travers les fenêtres d'une maison, en fait d'une galerie d'art, Haus der Bilder, donc House of Pictures, des tableaux. Et Pileux a voulu que l'œuvre soit la première qu'on voit dans l'exposition, justement parce qu'elle inaugure ce cycle trinidadien où l'artiste
se détourne de son imagerie, si l'on veut, passéiste et un peu fantaisiste des scènes canadiennes pour considérer le monde autour de lui, en même temps qu'il est plus conscient que jamais que ce qu'il regarde, ce sont encore et toujours des tableaux. Et cette dialectique entre la représentation du réel et la réalité, et la manière dont l'artiste l'aborde, tout d'un coup occupe une place tout à fait centrale dans son œuvre. À preuve, quelques années plus tard, donc en 2004, donc 2 années après avoir fait House of Pictures, et dans la deuxième galerie de l'exposition, il reprend la même structure que vous voyez en bas à gauche, je l'ai ramené en rappel, mais plutôt que de regarder à travers la fenêtre et de voir des tableaux et de voir aussi sur la fenêtre le reflet de la rue, vous êtes en train de regarder le paysage, l'horizon marin de Trinidad. On voit le mur duquel il s'est inspiré, une photo qu'il a prise dans ses archives pour composer le mur, mais tout le reste est complètement inventé. Le mur, d'ailleurs, il le perce de fenêtres comme il avait percé, comme il avait fait dans House der Bilder. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est très conscient qu'en arrivant là-bas, la représentation du paysage tropical est un sujet totalement miné. Il sait qu'il y a eu avant lui Gauguin, qu'il y a eu Matisse, qu'il y a eu Maurice, et il ne peut pas non plus tomber dans l'exotisme. Trinidad, c'est un pays bien réel, avec une criminalité réelle, avec une indépendance aussi, une grande fierté. C'est un pays indépendant depuis 1962 et qui a basé son économie sur le commerce et l'industrie, non pas sur le tourisme. Donc, il n'est pas là pour exoticiser les tropiques. C'est un peu chez lui. En même temps, il est aussi un étranger, quelqu'un qui a vécu à l'extérieur pendant 30 ans, et il veut que son œuvre reflète cette espèce de position à la fois d'observateur privilégié, d'habitants et d'étrangers. Mais il veut que, en même temps qu'il veut éviter l'exotisme, son œuvre, on voit ses peintures témoigner de la perception qu'il a de la dureté de cet environnement. Alors, ce que vous voyez au fond, derrière, sur l'horizon marin, c'est l'île de Carrera, au large de Port of Spain, qui est en fait une île-prison, comme Alcatraz. Et les prisons trinidadiennes ne sont pas réputées pour être des 5 étoiles. Donc, on a là une image de ce qu'on peut imaginer ce qui se passe là. Et la bière au premier plan, c'est une bière typique de l'île, Stag. C'est une bière qui est vendue pour les hommes, Stag, man's beer. Et la scène, évidemment, évoque un lendemain de fête dans la rue. On peut imaginer à partir de cette œuvre une réalité qui est aux antipodes de cette espèce de fantasme canadien qui peignait avant. Et cette pièce absolument magnifique, qui est aussi transitionnelle d'ailleurs, entre les scènes canadiennes, d'où le canot, et la peinture trinidadienne. Il ajoute cette île de Carrera au large. C'est une scène, je l'ai mise un peu pour le plaisir, parce que c'est tellement magnifique. Et ça, en fait, c'est l'œuvre de laquelle il s'inspirait. Donc, il réalise cette pièce à la fois canadienne et trinidadienne, mais son inspiration, c'est cette pièce de Matisse. Donc, 3 baigneuses et une tortue qui se trouve au musée de Saint-Louis. Et c'est quand il la voit finalement, je pense en 2000, il y a une exposition de ses estampes au musée d'art de Saint-Louis. Il la voit et dit, je veux refaire ça, retrouver cette espèce de structuration de l'espace et en même temps de positionnement des figures sur le fond. C'est vraiment la pièce qui déclenche la création de 100 Years Ago. Mais aussi une autre œuvre qui nous vient à l'esprit quand on regarde cette pièce, une analogie qu'il n'a jamais niée, c'est la très célèbre Île aux morts d'Arnold Böcklin, le grand peintre suisse, dont il existe 5 versions. Celle-ci de 1880 qui est à Bâle, et qui dit bien comment cette image archétypale d'une île au loin est hantée et de symboles. Photographie de Doig de Carrera, vue de Port of Spain.
Une autre œuvre tout simplement exceptionnelle et qui, elle aussi, repose sur une observation en même temps que sur une médiatisation de l'image. L'observation, c'est qu'il est sur la plage avec Chris O'Philly, qui s'installe d'ailleurs à Trinidad avec lui, le grand artiste britannique. Ils sont sur la plage et ils voient un homme tenter de sauver un pélican. En fait, c'est ce qu'ils pensent, jusqu'à ce que l'homme sorte de l'eau avec le pélican mort au bout du bras. C'est une scène qui marque Peter parce qu'il voit, c'est témoin de la dureté de la vie de l'île. Quand vous en êtes à tuer des pélicans, c'est que, voilà, c'est dur. Et cet homme, il le voit comme ça passer. Doig est frappé par la scène, mais pour la composer, comme il n'a pas pris de photo, eh bien, il se fie sur une carte postale dans ses archives, une carte postale indienne d'un pêcheur sur une plage qui traîne un filet. Donc voici une seconde version de l'œuvre, toujours d'après cette même carte postale. C'est étonnant qu'il médiatise sa mémoire à travers une carte postale indienne, la mémoire d'une scène trinidadienne. Et il compose cette seconde œuvre absolument magnifique. Les deux sont de dimension égale, ils sont côte à côte dans la salle, mais il va encore plus loin et on revient donc aux observations de départ. Il crée cette pièce-ci, Métropolitain, inspirée d'un tableau de Daumier. Et parler du 19e avec Doig, c'est un grand plaisir. Je ne vous dis pas, la culture artistique et picturale qu'il a, elle est remarquable. Et aussi une attitude très, très, très généreuse. Il embrasse l'œuvre des peintres. Il ne porte jamais de jugement très dur sur le travail des autres. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est en compétition avec ses pairs ou avec l'histoire de l'art. C'est au contraire quelqu'un qui se nourrit de l'exemple de tous et qui leur rend hommage sans gêne et sans se sentir menacé. Vraiment une très, très belle attitude de peintre. Et il reprend littéralement Daumier, un tout petit tableau qui se trouve au Art Institute of Chicago, l'amateur d'estampes. Mais dans son esprit, cet amateur d'estampes, ce n'est pas un collectionneur, ce n'est pas un critique, c'est un artiste. Il le disait hier ou avant-hier. Pour lui, c'est dans un sens, il en fait un autoportrait en train de regarder des toiles sur un mur. Une de ces toiles, la toile principale, c'est celle qu'on vient de voir, donc stag, pélican. Ah, c'est bien, j'adore ça. C'est Doig qui me dit Alors, et en haut, vous voyez cette ligne d'horizon absolument formidable. Ça me fait penser, je devrais éteindre le mien, parce que moi, je pensais que les ondes ne se rendaient pas ici. Mais vous voyez cette ligne d'horizon et comment il place des cadres qui modifient la couleur, comme s'il s'agissait de vitres filtrées. Donc les vitres elles-mêmes sont des filtres. On ne perçoit jamais tout à fait bien le réel. La toile agit à la fois comme filtre, comme représentation du paysage et comme paysage. Et ce paysage qu'on voit, c'est celui qu'il voit de son atelier. Et donc, on voit un artiste, mais alors lucidement aux prises avec cette dialectique que j'évoquais au début en parlant de Delacroix, que reconnaître le réel, c'est-à-dire percevoir le réel, c'est le reconnaître, et que pour un peintre, cette reconnaissance se fait à travers l'histoire de la peinture, à travers cette espèce de riche répertoire d'images qu'il porte en lui du seul fait de n'avoir toujours regardé que de la peinture et de se nourrir de l'œuvre des autres. C'est quelque chose de très doguien et qu'il accepte et qu'il pousse en fait ce paroxysme avec une lucidité exemplaire. À ce niveau-là, pour tout ce que cette œuvre porte de sens sur ce que veut peindre et regarder veut dire, c'est pour moi l'œuvre la plus importante de l'exposition. Une autre scène, je vais peut-être passer un peu vite sur celle-ci, Music of the Future, encore une fois, un paysage nocturne des Caraïbes, mais médiatisé par une carte postale, là encore une fois, de l'Inde. Grande rivière, paysage absolument sublime. Donc il se met à peindre le paysage autour de lui. On n'est plus du tout dans l'ailleurs canadien, dans le rêve ou dans le passé. On est, voilà, cette magnifique scène de James Wilson Morris qui est dans notre collection. Morris qui lui aussi était passé dans les tropiques avant et qui les avait peints avec... lui aussi d'ailleurs, d'après carte postale. C'est fascinant. Il est à Cuba et il peint des scènes cubaines d'après des cartes postales.
Et il est à Trinidad. Et aussi, on vient de se faire donner 4 petites aquarelles peintes à Trinidad. C'était au mois de novembre, 30 novembre, Doug était là. Je l'amène dans la salle des acquisitions pour lui montrer ses aquarelles, dont 2 étaient faites d'après des cartes postales de l'île, très, très, à 100 ans d'écart. Et il s'engage donc dans cette documentation, entre guillemets, du monde qui l'entoure. Là, il voulait faire un tableau un peu à la Edward Hopper. Je vous le montre très clairement, c'est l'ambiance qu'il voulait atteindre. Il était obsédé par Hopper. Mais ce qu'il représente, c'est un hurluberlu, c'est un personnage qui est assez connu dans l'île, qui se promène avec un parapluie rose et qui a une chemise sur laquelle il a cousu des centaines de boutons. Et Doug prend une photo de lui alors qu'il est en voiture. À un autre moment, il passe devant, puis il veut lui parler pour lui dire « Mais je suis intéressé par qui vous êtes », prendre des photos, puis... Le type le regardait comme s'il descendait de Mars. C'est donc tout à fait dans son monde. Et c'est cette espèce de folie et de solitude qu'il cherche à capturer à travers un filtre qui est celui d'Edward Hopper, justement. Mais regardez comment, là, il transforme une scène qui est prise, malheureusement, je n'ai pas l'image source. Un ami lui envoie une image, une carte postale parisienne typique, un ivrogne avec une bouteille accrochée à un lampadaire de guillemets, donc très Art Nouveau, et il transforme cette scène en la plaçant dans le contexte des Caraïbes, avec cette riche frondaison là, tropicale, et puis un chapeau qui, dans l'esprit de Doug, évoque le chapeau de paille de Van Gogh, pardon. Mais voilà qu'il recycle une image en l'adaptant. Une autre œuvre magnifique, Moruga, là je vais commencer à aller vite, je sous-estimais mon temps. Moruga, une œuvre absolument magnifique qu'on regarde et qu'on regarde en pensant immédiatement à Gauguin. On se dit c'est Gauguin, tout ce cloisonnement des couleurs, c'est typiquement Gauguin. On parlait à l'époque, donc à la fin du 19e, de cloisonnisme, justement pour parler de la technique picturale de Gauguin. On parlait aussi d'ailleurs, j'ai eu quelques discussions avec Doug à ce sujet-là, d'art décoratif. La qualité suprême que les critiques trouvaient à l'art symboliste et au cloisonnisme, c'était d'être décoratif. C'est-à-dire que la qualité décorative, c'était d'avoir une prise sur les rythmes profonds qui structurent la nature. On avait l'idée à l'époque que la nature était mue et animée par des rythmes particuliers et que donc aller vers la stylisation décorative, c'était dans le fond trouver précisément la dynamique, l'animation profonde de la nature. Van Gogh, pour ses contemporains, est un artiste décoratif. Gauguin est un artiste décoratif. Et comme beaucoup de ces mots de l'histoire de l'art, comme baroque, grotesque, classique, académique, le mot en est venu à dire absolument son contraire. On voit dans le décoratif, maintenant, après un siècle de modernisme où on a entendu que l'ornement était un crime, que c'est une déviation. Que l'art véritable est dans la pureté, dans l'essence, dans l'idée, et non pas dans le rythme et les motifs décoratifs. Mais à la fin du 19e, la perception est totalement autre. Et en voici un bel exemple. C'est tout à fait Gauguin là, dans cette expression des rythmes et ce cloisonnement des couleurs. Mais par contre, rien ne pourrait être plus éloigné de Gauguin qu'une scène comme celle-ci, alors que Gauguin cherchait un passé mythique, voulait fuir la civilisation pour retrouver le sauvage à l'état naturel, c'est littéralement les mots qu'il utilise, et puis il est extrêmement déçu parce qu'il trouve rien que des civilisés, il trouve des sous-préfets français, les sauvages s'habillent en nonnes catholiques, tout le monde... Eh bien, Doig, qu'est-ce qu'il fait? Il peint non pas une scène mythique, qui est l'arrivée de Christophe Colomb à Moruga, mais il peint la reconstitution contemporaine par des locaux, donc du reenactment de l'arrivée de Christophe Colomb. Une scène un peu ridicule, parce que Christophe Colomb n'est pas arrivé avec un petit bateau comme ça. Et puis, on ne pense pas qu'il y avait un marin assis au-devant de la quille. Mais voilà qu'il s'inspire donc d'un fait divers totalement anecdotique, totalement contemporain. On est loin de l'histoire mythique de Christophe Colomb ou de l'histoire épique de Christophe Colomb. On est dans la reconstitution prosaïque par des locaux de quelque chose qui leur échappe complètement et qui devrait d'ailleurs
qui devrait leur être hostile dans les faits. On est loin de Gauguin, une œuvre qui est à Boston, hein, évidemment. Splendide, mérite à elle seule le voyage. Et qui, lui, est dans cette espèce de rêve philosophique à travers sa peinture. Mais ce que Doig a aussi à l'esprit, c'est cette couleur orange de Francis Bacon. C'est cela qu'il veut capter dans Moruga. Et vous, ceux qui l'ont vu, ou ceux d'entre vous, vous allez la voir, l'orange est mais d'une intensité. Vous avez une ligne, vous avez une mer orange qui est incroyable. Alors comment, c'est toujours la question qu'on se pose, how can he get away with it? Comment il peut s'en tirer? Comment il peut peindre une mer orange et qu'on regarde la toile et que ça fonctionne? Ou un ciel qui est en couleur argentée. Vous avez vu une des toiles. Encore une autre scène qui peut paraître Gauguin, totalement gauguinienne. Là, on parle d'un cloisonnisme accentué de couleurs surréelles et surnaturelles. Mais voilà, en fait, c'est une scène de cricket. Et encore, un des héritages du colonialisme britannique à Trinidad, puisque l'équipe de Trinidad est une des très bonnes équipes à échelle mondiale et que le cricket se pratique de façon régulière à Trinidad. Donc il y a une sorte de sensibilité postcoloniale qui tout d'un coup, je veux dire, dont Doig avait toujours été, qu'elle y avait toujours été sensible, mais qui se manifeste dans ses toiles à travers, dans sa période trinidadienne. Même chose ici, où il peint en fait un personnage typique du carnaval de Trinidad, qui est l'homme chauve-souris. Et un ami à lui donne une petite sculpture, une petite statuette d'homme chauve-souris, et il projette l'ombre sur un mur. Ce que vous voyez à droite, c'est le premier dessin qu'il réalise, il est dans l'exposition. Mais à gauche, vous voyez cette peinture gigantesque, phénoménale, qui est dans le fond une image d'ombre d'un personnage du carnaval. Je souligne, je porte à votre attention les lignes de dégâts d'eau en haut et en bas, sont réelles, mais qui étaient là sur la toile avant que lui ne les peigne. Et donc, il accepte cet accident, ce défaut, finalement, de la toile et compose avec, et ça ne fait qu'ajouter. Il faut un sens du risque assez fort pour un artiste pour réaliser ça. Et dans le fond, toute cette exposition et toute sa production de Trinidad et de toute sa vie témoignent de ce sens extraordinaire du risque. Il l'a dit, je m'excuse d'utiliser le mot anglais, mais il peint d'une manière reckless, comme s'il n'avait rien à perdre. Et récemment, dans le New Yorker, il y avait une critique de son exposition des peintures des années 80 à la Michael Warner Gallery. Le critique disait... He painted then as he's always painted, like he had nothing to lose. Il peint, voilà. Et il prend des risques, mais qui sont tout simplement stupéfiants et qui forcent l'admiration. Voilà. Voilà, encore une image qui nous fait penser à Wilfredo Lam. J'avais parlé quand on échangeait... quand j'étais à écrire ce texte, et je lui dis, et qu'en est-il des Wilfredo Lam Wilfredo Lam revient, vous savez, c'est cet artiste cubain qui s'exile à Paris, je pense en 1926, et qui devient l'ami de Picasso et de bien d'autres, et qui pratique un style un peu cubiste, on va dire. Cubo-surréaliste, voilà. Et... on parle de 1926, les surréalistes sont là, Picasso s'est un peu joint à tout ça, et il revient à Cuba en 1941, Wilfredo Lam, et il réalise qu'il est à lui-même son propre sauvage. Il fréquentait Picasso qui s'intéressait aux primitifs, et lui est sino-africain, donc il est d'origine à la fois chinoise et africaine de l'île cubaine, et réalise il porte en lui ce primitif, il est son propre primitif, et il renoue à Cuba en 1941 avec toute la tradition afro-cubaine, les mythes afro-cubains, et toute son œuvre à partir de là se transforme et devient l'expression de sa nature. C'est un parcours magnifique que celui de Wilfredo Lam. Il n'y a aucun second degré. Au contraire, c'est sa nature propre. Mais chez Doig, alors qu'il y a des ressemblances plastiques étonnantes, et d'ailleurs, il disait, ah non, je n'avais pas ça en tête, mais Wilfredo Lam a eu tellement d'influence sur les artistes des Caraïbes qu'on le prend par personne interposée.
Mais il compose cette scène qui a l'air complètement d'un Wilfredo Lamb de 1941, mais il voulait au contraire se moquer de ces Occidentaux qui prennent des pauses durant le carnaval de Trinidad et qui se la jouent tropicaux. Donc il est dans ce second degré par rapport à cette imagerie. En fait, cette œuvre est tirée d'une image du Corbusier. Je ne me rappelle plus où, mais il porte un pagne un peu ridicule. Et c'est cela qui inspire cette œuvre et non pas une scène primitive, tropicale, exotique. Peut-être l'œuvre la plus emblématique de toute l'exposition, celle qui clôt le parcours, c'est Painting for Wallpapers Prosperity Club, qu'il réalise en 2012 et qu'on a placé dans une perspective avec Métropolitain. Vous noterez la prochaine fois que vous serez dans l'expo, quand vous êtes devant Métropolitain, vous tournez, puis il y a une perspective qui passe à travers la colonnade et qui mène directement à Painting for Wallpapers. La boucle est bouclée. Voilà que Doig s'inspire encore une fois d'une scène très très crue de la réalité trinidadienne, une murale qui est peinte sur un bar, sur un mur extérieur d'un bar, Prosperity Club, Prosperity, dans un quartier très peu prospère, où on joue de la musique surtout d'inspiration africaine et reggae, roots and reggae comme on dit, et qui est composé de plein de drapeaux africains. Et donc une murale qui en elle-même témoigne de l'attachement de la population trinidadienne à ses sources ou à ses origines précoloniales. En soi, donc, quelque chose d'assez chargé politiquement, culturellement, socialement, mais aussi un mur de peinture, puisque des drapeaux sont ceux-là, des signes peints, des formes de couleurs qui signifient donc une identité, une réalité. Il érige donc ce mur de peinture pour ce qu'il est, un véritable mur de peinture. Le motif lui-même prend les 9/10 de l'œuvre. Plutôt que de représenter le quartier, il le situe sur la ligne d'horizon avec une espèce de motif d'île. Et c'est pas Carrera dans ce cas, j'ai vérifié avec lui. Mais c'est une œuvre qui exacerbe, voilà, c'est le mot que je cherchais avant, exacerbe à la fois la conscience qu'il a que la peinture n'est toujours, encore et toujours, que de la peinture, que peindre, c'est peindre ce qui a déjà été peint, et en même temps, une œuvre qui dit à quel point il s'engage pleinement comme observateur dans le monde qui l'entoure. C'est une réalité trinidadienne, politiquement, culturellement, socialement, hyper chargée qui se trouve dans cette toile, qui est à la fois donc totalement abstraite et totalement représentative et impliquée dans le réel. Je termine avec une œuvre qui n'est pas de Doig, mais qui peut-être visuellement illustre cette dialectique mieux que tout autre, qui est celle de René Magritte, où voilà, le chevalet est posé devant la fenêtre et le spectacle de la peinture se confond avec le spectacle de la réalité. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous appréciez l'exposition. Merci beaucoup d'être venu. Merci, vous êtes très aimable.